Bonjour et bienvenue dans le Dessous des cases, l'émission qui raconte l'histoire de vos mangas préférés avec un grand H. Un H comme histoire. Guerre, conquête, complot, massacre dynastique, révolution et coup d'État sont au cœur de cette émission consacrée aux meilleurs moments de vos mangas préférés. Et rien de mieux que d'inaugurer cette émission avec un manga qui symbolise le mieux le concept de cette émission, le manga Kingdom, avec son premier arc intitulé La rébellion de Saikyu. Kingdom est un seinen écrit et dessiné par Yasuhisa Hara. Débuté le 26 janvier 2006 dans le Weekly Young Jump de la Shueisha, la série compte à ce jour plus d'une soixantaine de tomes, et ce n'est pas près de s'arrêter. En France, la série est disponible aux éditions Meian. Et à noter que le manga a été adapté en une série d'animation. Elle compte à ce jour 4 saisons à la qualité variable. Elle est disponible sur la plateforme ADN ainsi que sur Netflix. Et il faut aussi savoir qu'un film live japonais a été produit en 2019. Pour ce premier épisode du Dessous des cases, nous allons parler du premier arc de Kingdom, qui couvre le chapitre 1 au chapitre 47. Ici, pour cette émission, nous allons surtout nous attarder au chapitre 26 au chapitre 47. Mais avant ça, petite mise en contexte. Le manga Kingdom se déroule en Chine, pendant la période dite des royaumes combattants. Une période allant du 5e siècle avant Jésus-Christ à moins 256 avant Jésus-Christ. Cette période voit la région de la Chine divisée en plusieurs royaumes. Dans ce manga, nous allons suivre deux personnages, Shin et Eisei en japonais, de son vrai nom, Shin Shinwang. Il s'agit du premier grand unificateur de la Chine, qui a donné son nom à la Chine. Alors, certes, son nom japonais est Eisei, mais il faut savoir que la Chine, qui s'écrit QIN, le Q se prononce Che, et le nom chinois de Eisei est Shin Shi Wang. C'est donc le Shin de son royaume qui a donné le nom de la Chine au territoire qu'on connaît aujourd'hui. Dans l'arc que nous allons couvrir aujourd'hui, Eisei est à l'aube de son règne, il n'a seulement que 13 ans. Dans l'arc que nous allons couvrir, Eisei est à l'aube de son règne. À ce moment-là de l'histoire, il est âgé de seulement 13 ans. Il est le 31e roi du royaume de Chine, fils du 30e roi Suju et d'une femme de basse naissance. Si Eisei a hérité si tôt du trône, c'est parce que son grand-père n'a régné que 3 jours, et que son père n'a régné que 3 ans, laissant donc le trône à un enfant de 13 ans. Le début du règne de Heisei va être compliqué à cause de son demi-frère, Saikyu. Il est issu d'une naissance plus haute, car sa mère est une noble. Là où pour Heisei, c'est une simple danseuse. Normalement, la primogéniture aurait dû faire que le règne de Heisei soit légitime. Mais les complots du ministre de gauche et de la noblesse, et l'absence du ministre de droite Ryofui, ont permis un coup d'État rapide au sein du palais, obligeant le jeune roi à fuir. La fuite a été violente. Les forces d'Eisei, menées par son seul soutien, le ministre Shobunkun, ont été prises en chasse par le célèbre général Uki. Nous ne reviendrons pas sur les pérégrinations du roi pendant les quelques jours où Seikyu et le ministre Ketsu ont fait régner la terreur sur le palais. Et nous arrivons finalement en le chapitre 26. Le ministre Ketsu a réussi à mobiliser 80 000 hommes pour renforcer la capitale, tandis que le ministre Ryofui est occupé au nord-ouest du pays de Wei pour attaquer la ville de Shoryo. Pour cette histoire, deux écoles s'opposent. D'un côté, certains pensent que Ryofui ne voulait pas intervenir. D'autres supposent que Ryofui voyait une stratégie adverse pour le faire reculer. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une délégation d'hommes des montagnes va apparaître. Ce peuple était autrefois lié au royaume de Chine grâce à un ancien roi il y a 400 ans de cela.
Pour le chancelier Ketsu, cette délégation d'hommes des montagnes imprévus était une véritable aubaine. Ils pouvaient avec eux atteindre une mobilisation totale de 100 000 hommes. L'arrivée de ces barbares des montagnes fut donc accueillie à bras ouverts, malgré certains mécontentements au sein du palais. Ce qui ne devait être qu'une simple rencontre diplomatique va se révéler en réalité un terrible cheval de Troie. Heisei avait profité de sa fuite du palais pour se trouver des alliés, en la personne de Yotanwa, la monarque des hommes des montagnes. Cet effet de surprise permit au groupe d'éliminer rapidement l'avant-garde venue accueillir la délégation. Profitant de l'attaque éclair, un jeune fantassien escalada les murailles et ouvrit les portes du palais à l'armée conjointe d'Heisei et de Yotanwa. Le ministre Ketsu venu accueillir les hommes des montagnes se retrouva alors piégé. Heureusement pour lui, son chef stratégique de l'armée, Shi, avait mobilisé une garnison pour repousser les possibles envahisseurs, permettant au ministre de retourner au palais de l'usurpateur. À ce moment-là de la bataille, l'armée de Heisei se divise en deux unités. D'un côté, Heisei, accompagné de son seul soutien au sein de la cour, Shobunkun, et de Yontaiwa, qui affrontait le groupe militaire mené par Shi. De l'autre, un petit groupe d'hommes des montagnes et de soldats de l'armée de Heisei, qui devait infiltrer le palais par un corridor. Ce groupe fut stoppé par Saji, le bras droit de Shi. Cette bataille en huis clos fut sanglante, notamment pour Eki. Heureusement pour ce groupe, l'intervention d'un jeune garçon du nom de Shin, qui deviendra dans les prochaines années une figure importante de l'armée. Cette menace passée, le groupe ayant subi des pertes put ensuite avancer sans encombre jusqu'à la salle du palais où aucune force militaire ne les attendait. Ces derniers étant mobilisés devant l'enceinte du palais par le groupe mené par Heisei et Yotanwa. Pour le prince Saikyu, la seule défense entre sa tête et l'unité venue s'en prendre à lui était son garde du corps, Rankai. Il s'agissait d'un immense singe imberbe que le prince Saikyu avait domestiqué à base de violence et de torture. Quoi qu'il en soit, pour le prince usurpateur, ce singe gigantesque était le garde du corps parfait. Il alliait une force brute à une obéissance quasi absolue. L'adversaire était une force de la nature, mais les attaques conjointes de Shin, de Bajio et de Tajifu permirent de vaincre le colosse. Alors que tout semblait réussir au jeune roi, une troisième force apparut dans la bataille. Le général Uki, qui avait combattu aux côtés du bisaïeul de Heisei et qui avait participé à la traque lors de sa fuite. Son second, le général Tu, entra dans la salle du palais et décapita plusieurs nobles décadents ayant soutenu le prince usurpateur, ainsi que le ministre Ketsu. Le ministre Ketsu fut à son tour assassiné par les hommes des montagnes. Saikyu, qui était présent, avait compris que le pouvoir était en train de lui échapper. Il prit alors la fuite pour retrouver son armée qui était aux prises avec le groupe de son frère Heisei. C'est alors que le général Uki intervint dans la bataille. Sa présence mit de facto un cessez-le-feu entre les deux armées. L'affrontement entre les deux frères rivaux se conclut par un affrontement entre eux. La présence d'Uki avait démoralisé le commandement de l'armée de Saikyu, et la vue de la tête décapitée du chancelier instigateur de la révolte avait tué toute velléité au sein de l'armée de Saikyu. L'armée ennemie déposa les armes, le demi-frère de Heisei fut mis aux arrêts, marquant ainsi la fin du premier épisode du règne du jeune roi Heisei. Nous nous arrêtons là pour cet épisode du Dessous des Cases. Le jeune roi Heisei a repris le pouvoir, mais il n'a que 13 ans. Il a devant lui encore quelques années de régence avant d'atteindre sa majorité et d'être vraiment le véritable roi de son royaume. Shin, le jeune garçon qui s'est illustré pendant cette bataille, n'est même pas encore un soldat. Il a encore beaucoup de chemin à faire avant de gravir les échelons de l'armée de Shin. Le royaume de Heisei a encore beaucoup de chemin et d'adversaires à surmonter pour pouvoir pleinement unifier la Chine. Que va-t-il maintenant se passer pour le royaume de Chine, qui doit se reconstruire après une guerre interne et fratricide? Quelles seront les premières mesures de Heisei? Quels seront les premiers royaumes qu'il va conquérir pour unifier la Chine?
Ça, c'est une autre histoire du dessous des cases. À bientôt. La prochaine fois, nous allons parler de la conquête d'une forteresse qui va bouleverser la géopolitique entre deux grandes puissances galactiques.